Bienvenue dans cette série d'exercices, la série numéro 2, consacrée au suivi temporel d'une transformation chimique, vitesse de réaction. Commençons par l'exercice 1. On mélange 50 ml d'une solution d'iodure de potassium de concentration 0,10 mol par litre et 50 ml d'une solution de peroxodisulfate de potassium de concentration 0,10 mol par litre. Il apparaît du diode dont on détermine la concentration à différentes dates. La réaction responsable de cette transformation a pour équation S2O8 plus 2I- donne 2SO4 plus I2. Première question, petit a, établir un tableau d'avancement de la réaction et en déduire la relation entre l'avancement X et la quantité de matière de diode. Donc on va établir le tableau d'avancement en se servant des concentrations et du volume donnés dans l'énoncé. Donc première question, on dresse le tableau d'avancement, on met les trois états, l'état initial, l'état intermédiaire, puis l'état final. Je vais mettre les quantités de matière de chaque réactif et de chaque produit à l'état initial, à l'état intermédiaire, à l'état final. La quantité de matière de S2O8, que je vais appeler N initial de S2O8, de moins, c'est sa concentration fois le volume. 50 ml et concentration 0,1. Ça donne 50 10 moins 3, c'est le volume, fois la concentration 0,10. Donc ceci donne 5 10 moins 3. 5,0 10 puissance moins 3 mol. Puisque I- a le même volume et la même concentration, elles auront aussi la même quantité de matière. Donc c'est la même chose que N0 de I-. Donc je vais ici dans le tableau, je mets 5 10 moins 3, 5 10 moins 3, 0, 0 initialement dans les produits. Après, à l'état intermédiaire, 5 10 moins 3 moins X, l'avancement. Ici, c'est 5 10 moins 3 moins 2X, puisqu'il y a le facteur 2. Ici, c'est 2X, et ici, c'est X. Après, à l'état final, 5 10 moins 3 moins X maximal, puis 5 10 moins 3 moins 2X maximal, 2X maximal et X max. Donc ceci, c'est le tableau d'avancement de cette réaction. La suite de la question, on déduire une relation entre l'avancement X et la quantité de matière du diode. D'après le tableau d'avancement, que je vais noter TA, j'ai la quantité de matière I2 à un instant T égale à X. Donc N de I2 égale à X. C'est la relation entre la quantité de matière diode et l'avancement X. Petit b, déterminer l'avancement maximal. Alors, pour déterminer l'avancement maximal, on va supposer que chacun des réactifs est limitant et on cherche la valeur du X max et la plus petite des deux valeurs sera notée X max. Donc, 5 10 moins 3 moins X max égale à 0. 5 10 moins 3 moins 2X max égale à 0. J'en déduis que X max de la première équation, 5 10 moins 3 mol, puis de la deuxième équation, X max égale 2,5 10 moins 3 mol. Donc, X max égale à 2,5 10 moins 3, la plus petite des deux, mol. Deuxième question, le graphe ci-contre représente les variations X égale à F de T de l'avancement de la réaction en fonction du temps. Donc ce graphe représente les variations du X en millimol en fonction du temps en minutes. Première question, calculer la vitesse volumique de la réaction à la date 40 minutes. Donc pour calculer la vitesse à la date 40 minutes, on utilise la définition donnée dans le cours. C'est-à-dire, deuxièmement, petit a, la définition de la vitesse volumique, c'est 1 sur le volume de la solution, la dérivée de l'avancement d de x sur d de t. Ceci est égal à 1 sur le volume de la solution. Cette dérivée de x n'est autre que le coefficient directeur de cette tangente, c'est-à-dire delta de x sur delta de t. Donc on va choisir deux points de la tangente
et on va calculer ce coefficient d'électeur. Je vais prendre 2 points de la tangente. Alors si je prends par exemple le point suivant, celui-là, elle a comme ordonnée 1,5 millimol et comme abscisse 40 minutes. Je vais l'appeler par exemple le point B. Et je prends un autre point qui est clair dans l'échelle. Par exemple, je prends ce point que je vais appeler le point A. Il a comme coordonnée 20 minutes en abscisse et 1,3 millimol en ordonnée. Donc, ceci égale 1 sur le volume de la solution, c'est 100 millilitres, car on a mélangé les deux solutions. 100 millilitres, c'est 0,1 fois le delta X, c'est XB moins XA. Ça veut dire 1,5 moins 1,3, le tout fois 10 puissance moins 3. Divisé par le temps, c'est 40 moins 20. Donc ceci constitue l'application numérique de la vitesse à l'instant 40 minutes. Ça donne comme valeur 1,0 10 puissance moins 4. L'unité c'est mol. Le volume était pris en litres, mol litre moins 1. Et le temps en minutes moins 1. Petit b détermine la valeur du temps de demi-réaction. On sait que à l'instant t égale t1 demi, c'est le temps de demi-réaction. On a la valeur de x, elle est égale à x maximal sur 2. X maximal est déjà calculé, c'était 2,5, 10 moins 3. Je la divise par 2, ça me donne 1,25, 10 puissance moins 3. Et puisque tous les résultats sont donnés par deux chiffres significatifs, ça donne 1,3 mol. Donc il faut chercher 1,3 mol sur le graphe et déterminer son abscisse. Donc le 1,3 mol est le suivant. Je le projette sur la courbe et je projette sur l'axe des X. Ça fera 25 minutes. J'ai ici 4 carreaux font 20 minutes. Donc chaque carreau fait 5 minutes. J'ai 20 minutes et un carreau, ça veut dire 25 minutes. Donc j'écris graphiquement T1 demi égale 25 minutes. Exercice 2. On suit la réaction entre le magnésium et l'acide chlorhydrique en déterminant le volume de dihydrogène formé. Le volume du mélange réactionnel est 20 ml. Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire d'un gaz vaut 24 litres par mol. Premièrement, l'équation de la réaction est Mg solide plus 2H+, donne Mg de plus H2 gazeux. Première question, quelle est la relation entre l'avancement de la réaction et le volume de dihydrogène dégagé? Si on veut trouver la relation entre l'avancement et la quantité de matière de l'un des réactifs ou bien des produits, on dresse le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement est comme suit. Et d'après ce tableau d'avancement, on constate que la quantité de matière de H2 elle est égale à l'avancement X. Donc la réponse à la première question, quelle est la relation entre l'avancement de la réaction et le volume d'hydrogène dégagé, est la suivante. N de H2 elle est égale à X. Donc ceci veut dire, si je détermine la valeur de NH2 comme si je connais la valeur de l'avancement X. Et de cette façon-là, une fois qu'on connaît la quantité de matière de H à un instant T, on connaît aussi l'avancement à cet instant. Deuxième question, le graphe suivant donne les variations du volume de H2 en fonction du temps. Les deux droites représentent les tangentes à la courbe aux instants 0 et 8 minutes. Donc ce graphe montre les variations du volume d'hydrogène dégagé en millilitres en fonction du temps en minutes. Les deux droites représentent la tangente à l'instant 0 et la tangente à l'instant 8 minutes. Petit a, donner l'expression de la vitesse volumique d'une réaction et en déduire son expression en fonction du volume de H2, volume molaire et ainsi que le volume de la solution. On commence d'abord par donner la définition de la vitesse volumique d'une réaction.
Cette relation s'écrit, c'est 1 sur le volume de la solution, la dérivée de l'avancement x par rapport au temps. Donc ça, c'est la première partie de la question. C'est donner l'expression de la vitesse volumique d'une réaction. Maintenant, on va essayer de déduire son expression en fonction de ces trois grandeurs. Le volume dégagé d'hydrogène, le volume molaire et le volume de la solution. D'après la question précédente, on a N de H2 égale X. Or, la quantité de matière de H2, elle est égale au volume dégagé de H2 sur le volume molaire. Ceci veut dire que le X qui est égal à NH2 est aussi égal au volume dégagé de d'hydrogène sur le volume molaire. D'où la dérivée de X, dx sur d de t, elle est égale. Donc si je dérive X, je dois dériver cette expression. Mais dans cette expression, le volume molaire est une constante. Donc la quantité qui est dérivable, c'est le volume d'hydrogène qui varie au cours du temps. Donc ça sera 1 sur le volume molaire que je ne dérive pas, c'est une constante, fois la dérivée du volume de d'hydrogène par rapport au temps. Une fois que je connais la dérivée de x, je n'ai qu'à diviser dx sur dt sur v, ou bien le multiplier par 1 sur v. Donc, la vitesse sera écrite 1 sur v fois, au lieu de dx sur d de t, j'écris 1 sur Vm fois la dérivée de V de H2 par rapport au temps. Finalement, si j'arrange cette expression, ça sera donc 1 sur le volume de la solution fois le volume molaire fois la dérivée du volume de H2 dégagé. Petit b, déterminer cette vitesse aux instants 0, minutes et 8 minutes. Pour déterminer cette vitesse à l'instant 0, minutes et 8 minutes, je n'ai qu'à calculer cette dérivée à l'instant 0 et à l'instant 8 minutes. Dans le cours, on a dit que chaque fois qu'on a une dérivée et on veut la calculer à un instant quelconque, c'est-à-dire le dvh2 sur dt à l'instant 0, c'est le coefficient directeur de cette droite. Le dv de h2 sur dt à l'instant 8 minutes, c'est le coefficient directeur de cette droite. Donc, petit b, la vitesse, elle est égale à 1 sur le volume de la solution fois le volume molaire fois la dérivée du volume de H2 sur dt. Ceci égale à 1 sur le volume de la solution fois le volume molaire. C'est le coefficient directeur, c'est delta V du dihydrogène H2 sur delta de t. Donc, il me reste à calculer ce coefficient à l'instant 0 et à l'instant 8 minutes. Commençons par l'instant t égale à 0. Je vais choisir deux points de cette tangente-là. Et on va choisir le point 0 pour la tangente à l'origine et ce point-là. Alors, le point que j'ai ici à l'origine, il a comme coordonnée 0, 0. Ce point a comme ordonnée 14 millilitres et comme instant 2 minutes. Donc, ce sont les deux points qui vont m'aider à calculer le coefficient directeur de cette tangente. Supposons que j'appelle ce point B et celui-là, je l'appelle A. Donc, à l'instant t égale à 0, la vitesse V0 égale 1 sur le volume de la solution fois le volume molaire multiplié par le volume de H2 du point B, celui-là, moins le volume de l'hydrogène au point A, c'est-à-dire à l'origine, sur TB moins TA. Comme application numérique, ceci est égal à 1 sur. Si je laisse le volume ici en millilitres, je peux laisser le volume de la solution en millilitres. Et comme ça, l'unité du volume d'hydrogène se simplifie avec l'unité du volume de la solution. Donc, le volume total d'après l'exercice, c'était 20 millilitres. Le volume molaire, c'était 24. Le volume de H2 en ce point B, c'est 14 millilitres. Moins le volume de H2 au point A, c'était 0. Sur 2 minutes, moins 0. On trouve V0 égale.
Ça donne 1,5, 10 puissance moins 2, mol, litre moins 1, minute moins 1. On fait la même chose pour l'instant 8 minutes. C'est-à-dire, je vais prendre 2 points de cette tangente et je vais calculer le coefficient directeur de la tangente. Et une fois le coefficient calculé, je divise par V et Vn. Sur cette tangente à l'instant 8 minutes, je prends des points qui sont clairs dans l'échelle, par exemple celui-là, et là comme abscisse 10 minutes et comme ordonnée 34. Et je prends celui-là, l'intersection de la tangente avec l'axe des ordonnées. J'appelle ce point D et j'appelle ce point C. Donc le coefficient directeur de cette droite s'écrira de cette façon. Donc la vitesse à l'instant 8 minutes, V8 égale 1 sur V fois Vm fois delta de V sur delta de T. Le delta de V, c'est le coefficient directeur de la tangente. Ça sera VD moins V au point C sur TD moins T au point C. Comme application numérique, ça sera 1 sur le volume de la solution, c'est 20. Je le laisse en millilitres et je laisse les volumes d'hydrogène aussi en millilitres, fois 24, fois, je prends le point D et là comme ordonnée 34 millilitres, moins le volume au point C qui est à 14, sur l'instant du point D c'est 10, moins l'instant du point C c'est 0. Ceci donne comme application numérique 4,2 10 puissance moins 3 mol, litre moins 1, minute moins 1. Petit c, comment varier la vitesse de réaction en fonction du temps, justifier cette variation. D'après le calcul fait à la question B, la vitesse initiale c'était 1,5 10 moins 2 et la vitesse à l'instant 8 c'est 4,2 10 moins 3. Donc la vitesse diminue au cours du temps. C'est la réponse à la première partie de la question. Comment varier la vitesse de réaction en fonction du temps? Je me suis basé sur les résultats de la question B. Et en voyant les résultats, j'ai déduit que la vitesse a diminué. La réponse à la deuxième partie de cette question, justifier cette variation, on doit chercher quel est le facteur qui a influencé la vitesse de la réaction. Dans la première leçon, on a dit qu'il y a deux facteurs cinétiques qui influent sur la vitesse. C'est la température du milieu réactionnel et la concentration des réactifs. Donc, la vitesse de la réaction diminue au cours du temps du fait que la concentration des réactifs diminue. Et si la concentration des réactifs diminue, la vitesse diminue aussi. C'est l'effet de la concentration sur la vitesse de la réaction. Ici, la vitesse diminue au cours du temps car la concentration des réactifs diminue. Dans cet exercice, on a fait le suivi temporel de la réaction en mesurant le volume de l'hydrogène dégagé. Et on a constaté que cette mesure nous a permis de suivre l'évolution de la vitesse au cours du temps et aussi de vérifier que la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Exercice 3. Le pentaoxyde de diazote N2O5 se décompose totalement aux environs de 160 degrés Celsius. Selon une transformation chimique d'équation bilan, 2N2O5 gazeux donne 4NO2 gazeux plus O2 gazeux. Cette transformation se fait dans un récipient de volume V égal à 12,0 litres, initialement vide. Il ne contient pas d'air initialement. On introduit du pentaoxyde de diazote et on le porte rapidement à 160 degrés Celsius. La pression initiale est alors P0 égale à 1,00 bar ou bien 1,00 10 puissance 5 pascal. Le gaz est ensuite maintenu à 160 degrés Celsius et on suppose que la décomposition commence. Dans les conditions de l'expérience, tous les gaz sont considérés comme parfaits. Et R, la constante des gaz parfaits, égale 8,314
Pascal, mètre cube, mol-1, K-1. La première question, c'est calculer la quantité initiale N0 de pentaoxyde de diazote introduite dans le bécher. Pour répondre à cette question, on va utiliser la loi des gaz parfaits. À l'instant initial, j'ai la pression P0 fois le volume du récipient égale la quantité de matière du gaz qui est dans le récipient initialement fois R, la constante des gaz parfaits, fois la température. Il faut préciser un peu les unités. La pression doit être en pascal, le volume doit être converti en mètres cubes, le N0 il est en mol, et la température doit être en Kelvin, c'est-à-dire je prends la température 160 degrés Celsius et je lui rajoute 273 pour qu'il soit en Kelvin. À partir de cette relation, je peux tirer l'expression de N0 qui sera N0 égale P0 fois V sur RT. Et je passe à l'application numérique en remplaçant P0 par 10 puissance 5. Le volume, 12 litres, je le convertis en mètres cubes, je le multiplie par 10 moins 3. La constante des gaz parfaits, c'est 8,314. Et la température, je prends 160 degrés et je lui rajoute 273. Donc, j'écris la réponse. Donc, on applique la loi des gaz parfaits. Ce qu'on a écrit tout à l'heure, P0V égale N0 fois RT. Le N0 de N2O5 égale P0V sur RT. En faisant l'application numérique, on trouve 3,33, 10 moins 1 mol. La deuxième question, établir et remplir le tableau descriptif d'évolution du système en fonction de N0 et de l'avancement X de la réaction. Je dois dresser le tableau d'avancement de cette réaction et remplir les cases de ce tableau avec N0 et X. Je vais choisir deux états, l'état initial et l'état intermédiaire. Le tableau d'avancement sera comme suit. Donc on voit ici 2N2O5 qui donne 4NO2 plus O2, c'est la réaction de décomposition. L'état initial c'est N0, l'état initial des produits c'est 0,0. À l'état intermédiaire j'ai N0 moins 2X, pour le NO2 c'est 4X, pour le O2 c'est X. Donc le tableau d'avancement est établi et toutes les quantités de matière sont données en fonction de N0 et de X. Troisième question, petit a, expliquer pourquoi la pression P augmente dans le récipient au cours du temps. Donc il faut expliquer pourquoi la pression augmente. Pour expliquer l'augmentation de la pression dans le récipient, on va s'aider de la loi des gaz parfaits. PV égale à NR. Essayons de voir quels sont les paramètres qui sont constants. Le volume du récipient il est constant, il est égal à 12 litres. La température du récipient est constante, égale à 160 degrés C. R est une constante. Donc si la pression varie, c'est à cause de la quantité de matière. Donc pour montrer que la pression augmente, il faut montrer que la quantité de matière des gaz existants à un instant différent de 0 sont plus grandes que N0. Pour cela, à l'état intermédiaire, on va calculer la quantité de matière totale des gaz qui se trouvent dans le récipient. Le N total, c'est le N de N2O5, c'est-à-dire N0 moins 2X. Je lui rajoute le N de NO2, le dioxyde d'azote, c'est 4X. Et enfin, la quantité de matière dioxygène, c'est X. Tous ces gaz existent en même temps dans le récipient de volume 12 litres. Donc initialement, il n'y avait qu'un seul gaz, c'était le N2O5. C'est pour ça qu'ici j'écris N0 de N2O5. Maintenant, à un instant différent de 0, il y a trois gaz dans le récipient. Le N2O5, le NO2 et le O2. Donc la quantité de matière qui est écrite ici, c'est la quantité de matière de tous les gaz. C'est la quantité de matière totale. En faisant la somme, on trouve que cette quantité N totale égale à N0 plus 3X. Et comme X est supérieur à 0, cette quantité est supérieure à N0. On voit bien ici qu'à l'état intermédiaire, le N total des gaz est supérieur à N0. Donc la pression augmente au fur et à mesure que le temps passe. Au fur et à mesure que X augmente, la pression augmente à cause de l'augmentation de la quantité de matière totale. Donc la réponse qu'on va écrire est la suivante. La pression augmente dans le récipient car la quantité de matière totale des gaz a augmenté. Après, je vais réécrire
ou bien je vais écrire cette quantité de matière totale, à quoi elle est égale, et montrer que cette quantité est supérieure à N0 pour en déduire que la pression augmente. Le N total du gaz qui se trouve dans le récipient, c'est la somme des quantités de matière de tous les gaz à cet instant. Donc, à un instant autre que T égale à 0, il y a 3 gaz dans le récipient. Le pentaoxyde diazote, le dioxyde d'azote et le dioxygène. N2NO5 plus N2NO2 plus N2O2. En remplaçant chaque quantité par son expression, on trouve N0 moins 2x plus 4x plus x. Ça donne N0 plus 3x. On constate que le N total est supérieur à N0. Donc, la pression va augmenter. Si on avait le N total inférieur à N0, on constatera que la pression va diminuer dans le récipient. Petit b, soit la fonction t qui donne y de t, telle que y c'est p sur p0, x' y en fonction de n0 et x. On nous demande de définir l'expression de cette fonction qui est égale à la pression du gaz à un instant t sur sa pression à l'instant initial. Pour cela, on va donner l'expression de P selon l'équation des gaz parfaits. C'est N total fois RT sur V. Et on donne aussi l'expression de P0 selon la loi des gaz parfaits qui est égale à N0 fois RT sur V. Et on fait la division P divisé par P0. En faisant cette division, cette quantité RT sur V se simplifie des deux. Il me reste N total sur N0, c'est-à-dire N0 plus 3x sur N0. En arrangeant cette expression, on trouve 1 plus 3x sur N0. Et comme ça, on a trouvé que la fonction y, qui est égale à P sur P0, il s'écrit 1 plus 3x sur N0, la quantité de matière initiale de N2O5. Donc, on écrit comme réponse pour cette question. Donc, y égale P sur P0, avec PV égale NT RT, c'est la loi des gaz parfaits à un instant T, et P0V égale à N0 RT, la loi des gaz parfaits à l'instant initial. À partir de ces deux relations, je tire l'expression de P, NT-RT sur V, N0 RT sur V pour P0. Le Y, c'est la division de P sur P0. Donc, je prends cette expression, je la divise par l'autre. Il y a NRT sur V sur N0 RT sur V. Il y a le RT sur V qui se simplifie. Il me reste NT sur N0. Et le NT déjà établi, c'est N0 plus 3x sur N0. En arrangeant ceci, ça me donne 1 plus 3x sur N0. La question C. Quelle est la valeur maximale Y max prise par Y? Alors pour cette question, il faut aller à l'expression de Y qu'on a déjà établie. C'était Y égale 1 plus 3x sur N0. Alors la seule fonction qui change ici, c'est X. Lorsque X augmente, Y augmente. Du fait qu'il y ait un signe plus. Donc si je veux Y max, je n'ai qu'à écrire Y max égale 1 plus 3x max sur N0. Donc, lorsque x va atteindre sa valeur maximale, cette expression atteindra aussi sa valeur maximale. Je peux déterminer x max à partir du tableau d'avancement. N0 moins 2x max égale à 0. Et je conclus que x max, c'est N0 sur 2. Donc, je n'ai qu'à remplacer x max ici par N0 sur 2, et ça donnera 1 plus 3 fois N0 sur 2, N0. Ça simplifie, il me reste 1 plus 3 demi. C'est 1 plus 1,5, c'est 2,5. Donc la valeur maximale de Y, c'est 2,5. Donc je vais écrire comme réponse à cette question, Y égale 1 plus 3x sur N0, c'est l'expression de Y. Donc, si Y est maximal, alors X aussi est maximal. Donc, Y max égale 1 plus 3x max sur N0. On détermine X max à partir du tableau d'avancement.
c'est n0 moins 2x max égale à 0. Donc, le x maximal n'est autre que n0 sur 2. Je remplace dans l'expression de y max, je remplace x max par n0 sur 2. Je trouve 1 plus 3 demi, c'est-à-dire 2,5. Passons maintenant à la question D. Quelle est la valeur yn demi prise par y à l'instant de demi-réaction? Pour cette question, il ne faut pas commettre l'erreur d'écrire que yn demi égale à y max sur 2. Ceci n'est pas valable. Ceci est valable seulement pour x. C'est xn demi qui est égal à x max sur 2 et pas autre chose. C'est-à-dire dans la définition de tn demi, on a défini tn demi avec x n demi égale à x max sur 2. Pour répondre à cette question, je dois écrire l'expression de y, c'est 1 plus 3x sur n0, y n demi, lorsque x est aussi égal à x n demi. C'est 3x n demi sur n0. Et je n'ai qu'à remplacer x n demi par x max sur 2. Et la question précédente, on avait défini x maximal, c'était n0 sur 2. Donc x n demi, c'est n0 sur 2 fois 2, c'est 4. D'où y n demi, elle est égale à 1 plus, au lieu d'écrire x n demi, j'écris n0 sur 4. Ça fera donc 3 n0 sur 4 n0. Le n0 simplifie, il me reste 1 plus 3 quarts, c'est-à-dire 1,75. Ce qui prouve ce qu'on a dit au départ. Y n demi n'est pas égal à y max sur 2. On avait calculé tout à l'heure y max, c'était 2,5. Donc si cette relation était juste, on aurait pu trouver 1,25. Ici, on a trouvé 1,75. Donc la réponse de cette question sera écrite comme suit. Donc comme vous voyez, on écrit l'expression de y, 1 plus 3x sur n0. Donc y n demi égale 1 plus 3x n demi sur n0. Avec x n demi, c'est x max sur 2. On a déjà calculé x max, c'était n0 sur 2. Donc la moitié du x max, c'est n0 sur 4. D'où y n demi égale à 1 plus 3 fois n0 sur 4 et n0. Ceci se simplifie. Et il me reste 1 plus 3 quarts, c'est 1,75. Passons maintenant à la question 4. Grâce à un dispositif approprié, on a relevé les valeurs de y au cours du temps. La question c'est compléter ce tableau ci-dessous. Alors, le tableau comprend les valeurs de t et les valeurs de y. J'ai deux valeurs manquantes, la valeur de y à l'instant t égale à 0 et la valeur de y pour un instant très grand, c'est-à-dire lorsque t tend vers l'infini. Pour calculer les valeurs de y à l'instant 0 ou bien à l'infini, j'utilise toujours l'expression de y, c'est-à-dire j'écris que y égale 1 plus 3x sur n0. Donc, y à l'instant t égale à 0 égale à 1 plus 3x à l'instant t égale à 0 sur n0. Or, l'avancement initial, il est toujours égal à 0. Ce qui veut dire que y à l'instant 0, c'est 1. Donc ici dans le tableau, je dois écrire la valeur 1. De même pour y à l'infini. Donc y à l'instant t tend vers l'infini, elle est égale à 1 plus 3x lorsque t tend vers l'infini sur n0. Or, la valeur de x lorsque t tend vers l'infini n'est autre que x maximal. C'est sa valeur finale. C'est 1 plus 3x max sur n0. En remplaçant x max par n0 sur 2, on trouve que ceci est égal à 1 plus 3n0 sur 2 n0, ce qui me donne 1 plus 3 sur 2, c'est-à-dire 2,5. Ceci est cohérent avec les réponses aux questions précédentes. Lorsque x atteint sa valeur finale, y atteint sa valeur finale. On a calculé
Dans la question C, la valeur maximale de y. On a trouvé 2,5. Donc c'est effectivement y à l'instant t tend vers l'infini va donner la valeur maximale qui est égale à 2,5. Donc on va écrire la réponse de la question 4. Y à l'instant t égale à 0. C'est 1 plus 3x à l'instant t égale à 0 sur n0. J'ai pris l'expression de y, 1 plus 3x sur n0. J'ai remplacé x par x à l'instant t égale à 0. Or, x initial, il est nul. Toujours l'avancement au départ, il est nul. Donc, y à l'instant 0 égale à 1. La valeur de y lorsque t tend vers l'infini, c'est 1 plus 3x lorsque t tend vers l'infini sur n0. Or, x à l'infini n'est autre que x max. Et le x max, c'est le n0 sur 2. Donc, y, lorsque t tend vers l'infini, c'est 1 plus 3 n0 sur 2 sur n0. Le n0 est simplifié. Il me reste 1 plus 3 demi, c'est 2,5. Effectivement, y à l'infini, c'est sa plus grande valeur y max qui est égale à 2,5. Passons à la question 5. On donne le graphe représentatif de la fonction y de t ci-contre. Ce graphe, il représente les variations de y en fonction du temps. Petit a, définissez la vitesse volumique d'une réaction chimique. Alors, lors du cours, la définition est sous forme d'une relation. C'est-à-dire, on écrit que la vitesse volumique d'une réaction, V égale 1 sur le volume de la solution, d de x sur d de t. Donc, cinquièmement, on définit la vitesse volumique d'une réaction par la grandeur V égale 1 sur V dx sur d de t. Petit b, exprimer la vitesse volumique V de la décomposition du pentaoxyde d'azote en fonction de la dérivée par rapport au temps de la fonction y de n0 et de v. C'est donner cette expression V, mais cette fois-ci en fonction de y et de n0 et du volume V du récipient. Pour trouver cette expression-là, je dois procéder de la façon suivante. Je vais d'abord écrire l'expression de y. 1 plus 3x sur n0. Je vais essayer de trouver l'expression de x, parce que je dois chercher la dérivée de x, dx sur d de t. Donc pour chercher la dérivée de x, je détermine l'expression de x à partir de la formule de y. Donc j'ai y moins 1, je fais passer le 1 de l'autre côté, égale à 3x sur n0. Donc le x il est égal, je multiplie y moins 2 par n0 et je le divise par 3. C'est n0 sur 3 fois y moins 1. Je peux arranger cette expression comme ça. X égale n0 sur 3 fois y moins n0 sur 3. Une fois que j'ai l'expression de x, je dérive cette expression. d de x sur d de t. Ceci est une constante. Donc sa dérivée, elle est nulle, car la dérivée de x égale la dérivée de cette quantité moins la dérivée de cette quantité. Puisque ça, c'est une constante, sa dérivée est nulle. Il me reste la dérivée de n0 sur 3 fois y. Et comme n0 sur 3 est constante, il sort, je l'écris ici, n0 sur 3, je ne la dérive pas, fois la dérivée de y, d de y sur dt. Maintenant, j'ai trouvé l'expression de d de x en fonction de dy sur dt. Or, la vitesse, c'est cette grandeur dx sur dt fois 1 sur v. Donc, de même, j'écris ici que la vitesse v, c'est 1 sur le volume fois dx sur dt. Au lieu d'écrire dx sur dt, j'écris n0 sur 3 fois dy sur dt. C'est n0 sur 3 fois d de y sur d de t. C'est n0 sur le volume fois d de y sur dt. Et la question, il dit, on veut l'expression de la vitesse en fonction de y, n0 et v, et ça, c'est son expression. La réponse à cette question petit b s'écrira, donc on a y égale 1 plus 3x sur n0. J'en lui dis y moins 1 égale 3x sur n0. Après,
je tire l'expression de x, comme on a dit. En arrangeant cette expression, c'est-à-dire en développant ce calcul, on trouve ça, cette expression-là. Je dérive donc x, c'est la dérivée de cette grandeur, moins la dérivée de n0 sur 3. Le n0 sur 3, il est constant, donc sa dérivée est nulle. Il reste la dérivée de x égale à n0 sur 3, la dérivée de y. D'où la vitesse qui est égale à 1 sur v d de x sur dt, ici. Ça sera 1 sur v, au lieu de d de x sur dt, j'écris n0 sur 3. Donc n0 sur 3, v d de y sur dt. Ça, c'est l'expression de la vitesse en fonction de n0, de v et de y. Petit c, déterminer graphiquement la vitesse volumique de cette réaction à la date 0 et à la date 5. Donc, pour déterminer cette vitesse à la date 0 et à la date 5, je vais exploiter cette relation. V égale n0 sur 3v dy sur dt. Mais je vais remplacer dy sur dt par le coefficient directeur de la tangente. C'est-à-dire que je vais écrire pour la question C que la vitesse, c'est n0 sur 3v. Au lieu d'écrire dy sur dt, c'est-à-dire toute grandeur dont on a une dérivée et on veut calculer sa valeur à un instant, on choisit le coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point. Donc le coefficient directeur qu'on va mettre, c'est delta de y sur delta de t. Donc pour chaque instant, je vais calculer le coefficient directeur de la droite. Je reviens vers la courbe, et ceci, c'est la tangente à l'instant 0. Je vais choisir sur cette tangente deux points. Je choisis le point initial, ici, que je vais appeler par exemple A. Et un autre point, celui-ci, que je vais appeler B. Donc, ce point B a comme abscisse 5 secondes et comme ordonnée 2. Et le point A a comme abscisse 0 secondes et comme ordonnée 1. Donc le coefficient directeur de cette tangente, c'est YB moins YA sur TB moins TA. Ça veut dire 2 moins 1 sur 5 moins 0. Revenons à notre calcul et écrivons cette vitesse à l'instant 0. C'est-à-dire à l'instant t égale à 0, je vais écrire que V elle est égale à n0 sur 3, v, fois y de b, moins y de a, sur tb, moins ta. Et je vais remplacer chaque grandeur par sa valeur. Donc la réponse à la question C, v égale n0 sur 3v dy sur dt, cette expression. On va exprimer dy sur dt comme coefficient directeur de la tangente. Donc, il sera écrit delta y sur delta de t. Donc, à l'instant 0, on avait choisi deux points. BA, ça sera n0 sur 3v, yb moins ya, sur tb moins ta. J'ai remplacé chaque grandeur. Et on trouve que la vitesse initiale, c'est 1,85, 10 moins 3, mol, litre moins 1, seconde moins 1. On va faire de même pour l'instant t égale à 5 secondes. Et sur la tangente, je vais prendre deux points. Je prends ce point au départ, le voilà, et je l'appelle le point C, et un autre point aussi, celui-là, que je vais appeler D. Le point C a comme abscisse 0 et comme ordonnée 1,25. J'ai ici chaque KO 0,25, c'est 1, 1,25. Et le point D a comme abscisse 5 secondes et comme ordonnée 1,75. Donc ici c'est 1,75. Donc le coefficient directeur de cette droite s'écrira YD moins YC sur TD moins TC. Et je remplace chaque grandeur par sa valeur. Donc la réponse sera la suivante. Donc à l'instant 5 secondes, V5, c'est comme si on calcule V0, mais en prenant deux points sur la tangente
à l'instant 5. Donc YD moins YC sur TD moins TC, c'est l'expression de delta Y pour la tangente en 5 secondes. Je remplace chaque expression par sa valeur numérique. Le YD c'était 1,75. Le YC c'était 1,25. 5 moins 0. Je trouve une vitesse de 9,25, 10 moins 4, mol, litre moins 1, seconde moins 1. Donc, dans cette question, on a fait la même méthode que calculer la vitesse à l'aide de x, car chaque fois qu'on trouve la dérivée, on prend à sa place le coefficient directeur de la tangente à l'instant considéré. Et on a fait ça deux fois, à l'instant 0 et à l'instant 5. Passons maintenant à la sixième question. Petit a, donner une interprétation microscopique de l'évolution de la vitesse volumique de réaction au cours du temps. Alors, d'après le calcul fait à la question précédente, la vitesse diminue au cours du temps. Et ceci est dû à la diminution de la concentration du réactif. Ceci, c'est la cause de la diminution de la vitesse. Mais l'interprétation microscopique, il faut parler des chocs efficaces. Donc on va dire qu'au cours du temps, la vitesse diminue, car la concentration du réactif, qui est ici N2O5, diminue. Donc le nombre de molécules de N2O5 diminue au cours du temps, ce qui implique que la probabilité d'avoir des chocs efficaces diminue. Et ceci a comme conséquence que la vitesse diminue. Chaque fois que le nombre de chocs efficaces diminue, ça veut dire que la vitesse de la réaction va diminuer. Donc, si on nous demande de donner une interprétation microscopique, il faut parler de la probabilité d'avoir des chocs efficaces. Si la concentration diminue, ça veut dire le nombre d'espèces chimiques diminue, ce qui fait diminuer le nombre de chocs efficaces. Donc la vitesse va diminuer. De même pour la température, lorsque la température augmente, l'agitation thermique augmente, et si l'agitation augmente, le nombre de chocs efficaces va augmenter, ce qui fait augmenter la vitesse. Donc on voit bien que l'interprétation microscopique a une relation avec le nombre de chocs efficaces. Donc la réponse à la question A de la sixième question de cet exercice, on va l'écrire comme suit. Donc sixièmement, petit a, la vitesse diminue au cours du temps, car la concentration du réactif N2O5 diminue. Donc, le nombre de molécules de N2O5 diminue, alors la probabilité des chocs efficaces diminue, ce qui fait que la vitesse de la réaction diminue aussi. Donc ça, c'est l'interprétation microscopique de la diminution de la vitesse au cours du temps pour une réaction. La question petit b, détermine le temps de demi-réaction. Pour avoir le temps de demi-réaction, on a déjà calculé yn demi, et le yn demi était 1,75. Je le projette sur la courbe, et je cherche son abscisse sur l'axe des temps. Je trouve 5. Donc la valeur 5 constitue t 1 demi. Donc on va écrire pour la question petit b, yn demi égale à 1,75, ce qui implique graphiquement t1 demi égale à 5 secondes. La dernière question de cet exercice, à 170 degrés C, le temps de demi-réaction t1 demi sera plus petit ou plus grand que 160 degrés. Justifiez la réponse. Alors, puisque la température a augmenté, alors la vitesse de la réaction va augmenter. Donc la réaction à 170 degrés C est plus rapide que 160 degrés Celsius. Donc, pour 160 degrés C, on atteindra le temps de demi-réaction plus vite que dans 160 degrés. Donc le T1 demi pour la réaction à 170 sera plus petit que celui de 160 degrés. Donc la réponse est la suivante. À 170 degrés Celsius, la réaction sera plus rapide que 160 degrés C. Alors on atteint
le temps de demi-réaction plus vite que dans 160 degrés. Donc T1 demi sera plus petit que dans le cas de 160 degrés. Donc la question c'était est-ce que le T1 demi sera plus grand ou plus petit? Alors la réponse, elle sera plus petit que dans le cas de 160. La justification de la réponse, c'est que à 170, la réaction est plus rapide que 160 degrés. C'est tout pour cet exercice qui est consacré au suivi d'une réaction par mesure de pression.